Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch-Up spécial NXT TakeOver Orlando. Orlando, le frère de Dalida, c'est pas ça. Ça se déroulait le 1er avril, c'est pas un poisson, hein, au Amway Center, donc de Orlando. Je suis ringside et avec moi Hank, l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank? Et oui, on est séparés dans les équipes des shows principaux, mais on est réunis par la passion de NXT. C'est ça. Ça va très bien. Je me remets de mon live tweetage de la nuit dernière. Et je vais devoir me remettre du prochain pour WrestleMania. Donc n'hésitez pas, même en décalé, d'aller voir le spam de tweets que je peux faire pendant les pay-per-view sur @catchupcdc. Voilà, n'hésitez pas, c'est blindé de tweets. Moi je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast, donc dédié à NXT TakeOver, pour ouvrir les hostilités de ce WrestleMania Weekend. On est en plein dans le week-end de WrestleMania, là on est en attente du biggest daddy of them all, là où je sais plus comment on dit. C'est Free Ride. Free Ride, le méga Free Ride, voilà. Donc, à la carte de ce TakeOver Orlando, 5 matchs, carte un petit peu réduite. On a une guerre des clans, l'arrivée d'une nouvelle star et 3 défenses de titres, évidemment. Tous les titres sont défendus. Alors, on ouvre les hostilités avec un match à 8, 4 contre 4. Donc le clan Sanity, avec donc Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane et Nikki Cross, qui affrontent donc les gentils, Ty Dillinger, Roderick Strong, No Way Jose et Ruby Riott. Mais on apprend rapidement que No Way Jose, lors du Fan Access dans la journée, il s'est fait tabasser par Sanity, qui lui ont explosé dans les escaliers de fer. Là, ils l'ont passé à tabac méchamment dans la journée. Donc on est censé être parti pour un match handicap, mais au dernier moment on a la musique de Cassius Ohno qui retentit, oh no et donc c'est Cassius Ohno qui débarque, ce gros cul de Chris Hero, dans un joli costume violet et noir, et donc on a un match qui dure quand même 12 minutes 30, un beau bordel organisé. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. On a un petit peu tout le monde qui déroule son catch. Voilà, tout le monde a le temps de briller un petit peu, que ce soit Roderick Strong, que ce soit Eric Young. Roderick Strong, le roi des souplesses dans tous les sens là. Eric Young qui saute un peu partout. Alexander Wolf qui fait le foufou. Qui on a d'autres? On a aussi Cassius Ohno, on le voit pas trop, il fait quelques coups de coude, quelques coups de pied là comme il sait le faire. Et on a surtout Killian Dane qui fait le forcing là, qui déroule son espèce de catch. Alors lui c'est un gros, mais alors il arrive à envoyer des dropkicks à la manière d'un Daniel Bryan. Et c'est bien lui qui arrive à conclure le match, en portant je pense que on dirait la prise de finition de Kenny Omega là, le One Winged Angel, je crois que ça s'appelle, une espèce d'électric chair là qui se termine comme un Michinoku Driver un petit peu. Donc sur Ty Dillinger là qui était presque parti pour la victoire, mais qui est obligé de subir les assauts de plusieurs personnes de Sanity, et finalement donc Killian Dane qui gagne le match. Qu'est-ce que t'as pensé de cet opener? Il y avait des très très beaux passages. Moi ce qui m'a marqué, c'est surtout Roderick Strong. Roderick Strong était monstrueux dans ce match. Je trouvais qu'il foutait des patates partout. Il a une séquence de 2 minutes où il a éliminé quasiment tout Sanity, sauf Nikki Cross, mais il était vraiment à fond. Ty Dillinger a eu sa grosse pop aussi, donc c'était cool. Et puis j'ai beaucoup aimé Ruby. Comment elle s'appelle déjà, Ruby, la fille du côté des Face. Ruby Riott, voilà. J'ai beaucoup aimé Ruby Riott contre Nikki Cross, un passage où elle a fait une sorte de, je crois, missile dropkick à l'extérieur du ring,
sur Nikki Cross qui était donc au sol. C'était magnifique. Vraiment un super match pour commencer. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça allait dans tous les sens. Hein. Non, vraiment, ça a mis le feu au public. Hein. Ils étaient chauds bouillants. Effectivement, les filles, elles ont montré pas mal aussi de leur côté. Puis donc une victoire de Sanity, et c'est plutôt intelligent parce qu'on a du coup un clan qui gagne. Ouais, il y en a qui. C'est plutôt pas idiot, je trouve. Ouais, il y en a qui ont regretté quand même que ça soit une nouvelle défaite de Dillinger. Bon, moi je pense que là ils sont juste en train d'entretenir un petit peu son rôle d'outsider, d'underdog. Il continue là-dessus, puis il y a un moment où ils vont le faire remonter. Pour l'instant, ça me dérange pas. Le public, malgré les défaites, le public est encore plus à fond. Enfin là, cette fois-ci, il était encore plus à fond que la dernière fois où on l'a vu. Hein. Il était contre qui déjà en premier? C'était le premier match aussi du dernier takeover. Mince. Oui, bonne question. C'était pas Cien Almas. Ah, non. Je sais plus. Enfin bref. Donc du coup voilà. Dillinger, malgré les défaites, chaque pay-per-view, il a une pop de plus en plus importante. Donc pour l'instant ça marche, hein. Il faut juste qu'ils trouvent vraiment le bon moment. Je pense dans très peu de temps, dans quelques semaines, ils vont le faire remonter, je vois bien, vers la ceinture. Je crois que c'était Eric Young en fait finalement ce qu'il avait affronté la dernière fois. Voilà, avec l'histoire de vient dans Sanity, etc. Enfin, voilà. De le faire venir ça. dans le. Bah du coup là les méchants sont hués et puis les gentils sont ovationnés. Hein. Il y a pas un des trois entre Dillinger, Roderick Strong ou Cassius Ohno qui est hué par le public, et même Ruby Riott, il y a déjà des chants pour elle, hein, même si on a vu que quelques minutes pour l'instant. Donc ça c'est plutôt réussi quand même à NXT. Hein. Ohno aussi a une bonne réception. Ouais, carrément. Donc ça, voilà, plutôt une réussite, hein, ce match, et un bel opener pour lancer le show. Alors la suite des hostilités, c'est l'arrivée de Aleister Black qui va affronter Andrade Cien Almas, la Sombra. Donc Aleister Black, connu dans le monde indépendant sous le nom de Tommy End, qui avait déjà fait une petite apparition donc sous le nom de Tommy End face à Neville pendant le au truc des Anglais là, le UK Tournament, voilà. Et donc là, c'est un match de 9 minutes 35 contre donc Andrade, Cien Almas. Chacun déroule un peu son catch. Hein. Aleister Black, c'est un catch surtout centré sur des kicks. Il fait un peu de half-fly, hein, il va nous faire un joli moonsault à l'extérieur du ring. Il a un charisme assez phénoménal, hein, c'est un espèce de gimmick de de médiéval, un peu gothique mais pas trop mystique. Voilà, il y a beaucoup de références, les commentateurs font beaucoup de références à ces tatouages qu'il a sur le corps, parce que chacun a une explication, une signification précise. Andrade, lui, il joue toujours le heel bien salaud, et donc il déroule son catch de luchador, hein, qui est assez impeccable, et ça se termine quand même sur la victoire du nouveau Aleister Black, qui place un méchant high kick dans la tête d'Andrade, d'avoir un enchaînement de plusieurs high kicks dans la tête, hein, pour le Black Mask, comme me l'a dit l'équipe. Je sais pas si Vox Catch, quelqu'un de Vox Catch nous écoute, mais voilà, j'ai une correction sur Twitter, et au début j'avais mis Black Mass. Je croyais que c'était la masse noire, tu vois. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. C'est Black Mask alors. C'est ce qu'il disait. Je suis pas allé vérifier. Mais parce que je disais dans mon tweet, n'appelez pas ça un super kick. Alors, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que t'as pensé des débuts d'Aleister Black dans le roster NXT? Ouais, c'était bien. Il est vraiment bon, et a une bonne, un bon rythme dans le ring. Après, moi, je dois faire partie des rares personnes dans les fans de catch, vraiment qui regardent pas mal de catch, quoi, qui sont pas fans. Je suis pas super fan de Andrade Cien Almas, en fait.
j'arrive pas à... Je sais pas, je trouve qu'il fait les choses bien, etc. Mais j'arrive jamais à m'enthousiasmer pour ces matchs ou à le trouver vraiment, genre à le haïr ou tout ça. J'ai pas, j'ai un peu du mal avec lui. Je trouve que son personnage est pas. Il faudrait, enfin, ils vont pas le repackager, mais je comprends, je vois pas je saurais pas pointer exactement ce qui va pas, mais ça, voilà, il m'intéresse. C'est un peu. Ouais, c'est un peu brouillon hein, le traitement d'Andrade Cien Almas effectivement parce qu'il est pas encore à fond dans son personnage de Los Ingobernables parce que ça va un peu plus loin. Normalement il est censé attaquer l'arbitre, cracher sur son adversaire, voilà, pousser les caméramans. C'est vraiment les sales gosses quoi, hein, manque de respect total. Quand ils ont une ceinture, ils la trimballent, ils la jettent par terre comme si c'était rien. Et là, on a un début de tentative de s'orienter vers ce type de gimmick, mais on est encore au tout début, donc effectivement, ça fonctionne un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi, sauter au plafond. Et pour l'instant, au micro, ce qu'on a vu, on avait vu un petit passage. Je sais pas si c'était le soir même ou c'était un replay de NXT où, du coup, il parlait de Aleister Black et puis, il lui sortait quelques insultes, tout ça, et puis il parlait à moitié en espagnol et tout ça, et du coup je me suis, enfin sur le moment je fais il fait du Del Rio, enfin ouais. Il parle moins bien anglais que Del Rio encore. Hein. Faudrait qu'il fasse un effort et qu'il apprenne vraiment à parler anglais, Almas, parce que sinon je pense que ça va être délicat pour lui de s'imposer dans le roster. Ils vont pas lui faire trop de cadeaux, je pense, s'il fait pas l'effort. Hein. Moi, je lui donnerai si on doit donner des diplômes, je lui donnerais plus un diplôme que à Shinsuke Nakamura. Ouais. Je sais pas, moi je trouve qu'il fait des efforts, mais Nakamura quand même plus. Mais bon, je sais pas, je pense que ça va être plus simple. Enfin, c'est peut-être un a priori, mais c'est peut-être plus simple d'apprendre l'anglais quand t'es espagnol que d'apprendre l'anglais quand t'es japonais. Mais c'est sûr. Je pense que pour moi, Cien Almas, il a un potentiel de fou parce que dans le ring, c'est impeccable, mais s'il se lève pas le cul lui de son côté, ça va finir comme Sin Cara, je pense. Il l'exploitera jamais à fond parce qu'ils vont pas lui faire de cadeaux de toute façon quand il va arriver dans le roster. Donc faut qu'il ait des idées propres, faut qu'il trouve une différence en fait, faut qu'il trouve quelque chose qui marque son personnage. Pour l'instant, tu vois, même Aleister Black qui vient d'arriver, je vois déjà sa différence par rapport au reste du roster ou par rapport à d'autres catcheurs du même gabarit ou etc. Je vois déjà que il y a ce truc mystique, il y a ce catch un peu sans je sais pas comment dire, sans froufrou, enfin c'est genre c'est cash mais en même temps ça peut être un peu technique, etc. Enfin bref, c'était donc du coup c'était un bon match, mais pour le coup à la fin j'ai surtout pensé merde, il faudrait qu'il fasse quelque chose avec Cien Almas, parce que là voilà, s'il se retrouve à perdre, ça commence à faire faut qu'il continue la rivalité avec Aleister Black, je pense. Faut qu'il y ait un match revanche et que ça, comme ça, Aleister Black qui commence avec une belle rivalité contre Cien Almas, ça peut être pas mal. Alors bon, effectivement, Aleister Black, il dégage un sacré charisme. Il est solide dans le ring. Maintenant, il a peut-être un physique un petit peu léger, mais c'est bien qu'il démarre à NXT, je pense. Qu'il reste un petit temps là. J'ai dit sur Twitter. Bon, c'était un peu de la caricature à la con, mais j'ai dit sur Twitter, il me faisait penser à une grosse louche de Baron Corbin avec une goutte d'Undertaker dessus. Mais ouais, donc un peu personnage sorti de Sons of Anarchy. Et ça me branche bien. Faut voir ensuite ce qu'il fait au micro, hein. C'est souvent ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que tu peux devenir populaire au bout de 2 mois ou si ça va prendre 1 an, quoi. C'est ça. Mais bon, là-dessus, ça a l'air solide. Après, c'est vraiment sur le physique, je pense qu'il y a du boulot à faire, mais à voir pour la suite. Mais en tout cas, il est bien parti, ce Aleister Black. Avec charisme qui se dégage, ce regard. Allez, on enchaîne sur la suite. Gros morceau, 23 minutes de match pour la défense du titre tag team.
Alors c'est un triple threat à élimination. D'un côté les champions, les Authors of Pain avec Akam et Rezar, qui sont accompagnés par Paul Ellering, et en face donc les challengers, d'un côté #DIY, donc Johnny Wrestling, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, le Psycho Killer, et encore de l'autre côté The Revival, Scott Dawson, Dash Wilder. Donc un gros match 23 minutes, c'est hyper scénarisé dans tous les sens, ça ne s'arrête pas. DIY et The Revival qui tentent un petit peu l'unité face aux Authors of Pain qui ont l'air vraiment incassables, indestructibles. C'est vraiment, ça va à 100 à l'heure. Les DIY finissent par se faire éliminer suite à l'espèce de close line là, je crois que c'est le Last Chapter, ça s'appelle, je crois, des Authors of Pain. Donc le combat continue, Revival qui tente encore des choses, mais les Authors of Pain sont trop imbattables. Ils font leur espèce de powerbomb là, combiné. Super Collider, voilà. Et donc le tombé se fait sur le Revival. Les Authors of Pain gagnent sous les huées de la foule, hein, ils sont détestés de la foule. C'est un match énorme, match de l'année, hein. Ça va être ils seront dans les contenders, on va dire. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a plein de choses à dire dans ce match. La narration était vraiment très bien, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on disait, donc du coup c'est un elimination match, mais en fait tu pouvais t'éliminer une équipe, c'était genre une personne de l'équipe est éliminée, l'équipe est éliminée en entier. C'est pas une personne par une personne. Et t'avais ce jeu en fait au début de DIY qui essaie de taguer Revival et donc je sais plus si c'était Dash Wilder ou Scott Dawson qui fait genre je tends la main et puis je la retire juste au dernier moment. Et du coup c'était un peu pour jauger en fait le jeu c'était qui allait se fatiguer le plus pour éliminer les Authors of Pain. Et du coup après pareil, DIY a fait la même chose. Ensuite il y a eu ce passage magnifique où il pousse, alors je sais plus si c'est Akam ou Rezar qui était sur la 3ème corde, et que du coup au début c'était Gargano je crois qui essaie de le pousser. Après il y a Ciampa qui arrive, qui essaie de pousser encore donc du coup Rezar. Il y a une table juste en dessous, hein, il y a une table juste devant le ring, et là c'est les Revival juste à ce moment là qui décident ok les gars on va quand même vous aider, et donc ils arrivent et ils font une espèce de double clothesline pour le pousser à travers la table. Donc ça c'était vraiment beau. Ils sont obligés de se mettre à 2 équipes à chaque fois pour réussir à faire flancher un peu les Authors of Pain. Ouais, donc ça c'était un joli spot. Ouais. Il y avait aussi ce superplex là du haut de la 3ème corde vers l'extérieur du ring là où il est sur le Twitter. Il est si vous voulez revoir ce passage, je l'ai capturé, donc c'est parmi les tweets de la soirée. Il était dingue ce passage. Il y a eu tout ce passage là où je crois que c'est les Authors, il y a un des Authors of Pain qui a Gargano sur l'épaule. Ensuite il y a Ciampa qui arrive pour sauter dessus pour le démonter. Derrière il y a un passage comme ça de 2 minutes dans le match où tout le monde se fout sur la gueule au même endroit là devant le ring, et c'est tellement violent. Et puis pareil, encore un passage de double soumission là. Qui ressemblait vraiment pour le coup, j'ai lu sur le net des gens qui comparaient ça un peu à, genre t'as l'impression que c'est un tableau quoi le truc, c'est un drame. Il y a il y a 2 soumissions en même temps, il y en a un qui est bref, un des Authors of Pain pris dans 2 prises de soumission en même temps. Alors je sais plus, je crois que c'est Dash Wilder et puis Ciampa ou Gargano, enfin bref, les deux sont sur lui à porter chacun une prise de soumission. Il y a son comparse qui essaye de rentrer dans le ring, mais les 2 autres le bloquent, et il finit par quand même réussir à pousser les 2 autres et à casser le
les prises de soumission alors que Akam ou Razar est à 2 doigts de taper. En plus, c'est encore je crois que c'est encore une histoire de casser une soumission en utilisant le corps des autres personnes, quoi. C'est ça, voilà. Donc, ce qui tout le monde est les a vraiment sur les un autres. truc génial qu'ils ont commencé à faire, je crois, au dernier takeover, et que vraiment j'adore comme vraiment move de brutasse, quoi. C'est je casse les prises ou je casse les tombées en utilisant le corps de quelqu'un. Donc voilà, il y a plein, voilà, c'était à 100 à l'heure. Il y a plein de magnifiques passages. C'est écrit à mort et c'est fluide, quoi. C'est pas téléphoné, c'est juste magique. C'est le match de la soirée, hein, une nouvelle fois. Enfin, du moins pour moi, les tag teams ont encore volé le show. C'est magique. Ouais, il est temps que ça monte à Raw ou dans le roster principal, là, qu'ils nous fassent une vraie division tag team. Il y a tout à faire, hein. Donc là, ils ont les talents en main. S'ils capitalisent pas là-dessus, on aura des beaux matchs dans les takeovers. C'est cool, mais c'est un peu dommage d'avoir à côté de ça ce roster principal où c'est tout pourri, quoi. Donc voilà, ça présage du bon pour l'avenir, mais il faut vraiment qu'ils capitalisent dessus, parce que j'ai l'impression quand même qu'ils ont une liberté là à NXT qui seront peut-être pas dans le roster principal. Oui, puis c'est toujours le souci NXT, c'est que aussi on les voit pas toutes les semaines catcher les uns contre les autres. C'est ça aussi. Parce que après ça va forcément un peu moins marcher si on les voit toutes les semaines. Si on voit déjà l'affrontement Revival DIY une semaine, Revival Authors of Pain la semaine d'après. Enfin, c'est un peu le système Monday Night Raw, quoi. Ouais. Après, si tu les mélanges avec les équipes qui sont déjà en place, ça peut quand même commencer à donner quelque chose de vraiment intéressant. Des très bonnes choses. Puis tu vois comme les Authors of Pain, ils ont progressé là en quelques mois là au contact d'un côté DIY et puis de l'autre le Revival. Ça c'est là tu vois que le Performance Center et NXT ça fonctionne, quoi, sur un truc comme ça. Mais ah oui, non, mais tout le monde était parfait dans ce match, hein. Même Authors of Pain, ils ont fait exactement. Ils ont. Voilà, donc regardez ce match, c'est un label catch-up, hein. Allez, on enchaîne avec les filles. Asuka, la championne, qui affronte Ember Moon pour le titre NXT Women's Championship. 12 minutes 55 de combat. Donc là, voilà, on a Asuka qui affronte quelqu'un qui a au moins autant de talent qu'elle. Donc on se croirait dans un match junior heavyweight au Japon, hein. Ça c'est intense, ça enchaîne les souplesses, les kicks, les sauts de la 3e corde. Vraiment aussi un très bon match là. On sentait, nous teaser ce heel turn de Asuka qui se prolonge pendant le match, puisqu'elle elle est à fond dans les provocations, elle fait des petits coups en traître. Et ça se termine d'ailleurs sur une petite fourberie, puisque Ember Moon est sur le poteau du ring, elle va tenter son Eclipse là, son stunner là du haut de la 3e corde, mais Asuka projette l'arbitre dans les pattes d'Ember Moon qui chute lourdement. Et elle se fait achever par un violent kick à la tempe de Asuka. Donc ça se termine même comme quasiment un match japonais, hein. On se termine sur un high kick dans la face. Et donc Asuka conserve encore son titre, donc toujours invaincu. Asuka. Et l'arbitre qui fait le compte de 3 juste après avoir été poussé dans un poteau. Voilà, exactement. Ça c'est pas bien grave. Il avait aucun problème, lui. Voilà, il est très costaud, hein. C'est un des arbitres les plus costauds. Voilà, alors toi tu m'as dit que tu étais un petit peu déçu par ce match. Ouais, peut-être que soit j'en attendais trop, ou j'en attendais un truc un peu différent. Peut-être que ça a été entre guillemets trop court, ou j'attendais vraiment un match un peu titanesque où chacune se finit au bout du rouleau, quoi. Et j'ai plus eu l'impression que c'était Ember Moon qui était au bout du rouleau dans ce match que Asuka. Peut-être parce que Asuka vendait moins, je sais pas. Mais donc voilà, ça restait un très bon match. Il y avait tout ce qu'il fallait. Je veux dire, il y avait de l'action en permanence. Ça n'a pas vraiment ralenti. Ce n'est peut-être moins naturel, je trouvais, les enchaînements que
on sortait du match tag team, quoi, donc c'est difficile aussi. J'ai trouvé que c'était un bon match. Peut-être aussi que j'en demande beaucoup pour genre leur première rencontre. Peut-être qu'elles ont pas, elles peuvent faire bien mieux, hein, l'une contre l'autre. Donc voilà. J'étais content que Asuka gagne parce que justement, je vais encore parler de Twitter, mais j'avais pronostiqué l'après-midi justement à l'annonce du tournoi féminin là, qui du coup est bien officialisé pour cet été. Donc du coup il y a un tournoi avec je crois une trentaine ou une vingtaine de catcheuses qui vont du coup concourir pour un contrat à la WWE. Et donc du coup je me suis dit bah tiens, j'ai mis Asuka, tu restes jusqu'aux vacances scolaires, quoi. Donc, parce que Asuka elle s'en va, il reste plus qu'Amber Moon, quoi. Donc c'est ça. Donc voilà, j'espère mieux pour leur prochaine rencontre parce que j'imagine qu'il y aura une revanche. Mais c'était bien pour moi. Ça m'a pas retourné. D'accord. Bon, je serais largement moins critique que toi, hein. Je te trouve très dur envers le match. Moi, j'ai adoré ça de bout en bout, hein, voir Asuka qui peut se lâcher comme ça. Il y avait beaucoup de doutes sur Amber Moon. Là, je lisais sur Internet les commentaires, beaucoup de gens qui pensaient que peut-être elle avait pas ce qu'il fallait pour entrer dans un vrai match. Moi, j'avais pas trop de doutes et puis du coup, j'en ai plus du tout, hein, puisque là, c'était vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ce qu'elle a fourni, elle est fluide, elle est rapide. Alors, toutes les deux, Asuka et Amber, elles sont plus costauds que les filles qu'on a à Raw, hein, que ce soit Sasha Banks et compagnie. Donc, du coup, les combats sont encore plus intenses. Au niveau de la technique, je trouve ça impeccable. C'est fluide, c'est rapide. Il y a un moonsault, un crossbody là, du haut de la troisième corde à un moment qu'elle fait, qui est d'une précision assez phénoménale. Des German suplex de folie. Voilà, non, moi ce qui me pose problème, c'est un peu cette défaite d'Amber Moon, parce que du coup, je sais pas qui c'est qui va aller chercher Asuka derrière. Si c'est pas Amber Moon qui fait tomber Asuka, alors je pense qu'il y aura une revanche. Hein, ouais, mais il y a le Rev Bump du coup. Il y a l'arbitre. Voilà, les clips ça n'a pas été placé. Hein. Voilà. Les clips, ce n'est pas là, on l'a refait. C'est ça. Donc, du coup, ouais, je pense que c'est un bon prétexte pour le rematch quand même. Après, ce que je trouve un peu idiot, c'est d'essayer de passer Asuka heel parce qu'elle est trop populaire. Et voilà, après là elle a pris le raccourci pour gagner le match. Elle a fait un petit peu la salope pendant le match, mais c'est pas suffisant pour que le public se retourne contre elle. Et je pense que ça aurait été plus simple de faire amener Amber Moon en heel directement, plutôt que la faire copiner avec toutes les catcheuses là qui servent à rien. Et du coup ça, c'est peut-être ça qui plombe un petit peu le match au final, si on peut plomber le match, parce que c'était quand même très quoi. Après, je trouve que ça c'est logique parce que Asuka, quand tu deviens imbattable comme ça, t'es obligé de devenir soit tu deviens heel ou soit t'es John Cena. Mais donc il peut faire la John Cena japonaise féminine. Ouais. Non mais voilà, elle est imbattable, donc du coup au bout d'un moment, comme dans tous les domaines d'ailleurs, même dans le sport ou quoi que ce soit, on n'aime pas les gens imbattables, c'est chiant au bout d'un moment. Donc forcément le jour, en fait le truc c'est que les gens aiment Asuka parce que il y a personne qui était de son niveau catchesque qu'il a affronté. Le jour où on trouvera la personne, peut-être que c'est Amber Moon, mais le jour où on trouvera la personne que les gens aiment autant que Asuka et qui a le niveau d'Asuka, là ça marchera mieux. Mais va falloir la trouver déjà. Mais non, mais ça va être compliqué. Parce que Amber Moon n'était pas hyper populaire au début du match. Il faut juste la faire partir, quoi. Sinon, il faut juste la faire partir. Mais je pense que ça va pas arriver avant cet été, quoi. Ouais. Bon, ils aiment bien faire stagner les gens à NXT, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'est un match à voir aussi, hein. Franchement, si on reprend l'histoire de la WWE, ça doit être un des meilleurs matchs, un des 3 meilleurs matchs, voire des 2 meilleurs matchs féminins, hein, de l'histoire. Hein. De l'histoire Non, mais la WWE. Oh, mais tu te souviens pas de tous les Bayley Sasha Banks et les Charlotte Sasha Banks et les Bayley. Non, mais ça c'était l'année dernière. C'est pas l'histoire avec un grand H. Non, mais je parle de l'histoire de NXT. Là. Ah oui.
Ouais, moi je trouve que ça se vaut. Emma Asuka, de toute façon, Emma Asuka c'était meilleur que ça, moi. Je sais pas, moi je suis carrément sous le charme d'Amber Moon, hein, je crois en fait. Ah ouais, non, mais voilà, bon. Par contre, sa promo, la promo qui menait au match, je sais pas si tu l'as vu dans le dernier NXT, elle était à chier. C'était horrible. Ouais. C'était Amber Moon d'un côté et comme Asuka de autour l'autre. d'une table avec Ah oui, avec mince, j'ai plus son nom. William Regal. William Regal au milieu. Et alors, ça parlait, ça marmonnait, on avait l'impression qu'il n'y avait Mm. même pas de micro pour capter leur voix. Et puis Asuka, elle avait 3 mots à dire et Amber Moon, elle disait eh bah si tu penses que je suis pas prête, eh bah moi je suis prête. Putain, on aurait cru. Alors qu'en fait, elle était pas prête. On aurait. Ah ouais, finalement non. Non mais on aurait cru l'écriture des filles à Monday Night Raw quoi. Enfin, bref. Ouais, non, ça c'était pas terrible. Puis il y en a marre de ces signatures de contrat là, il y en a 3 par semaine, Ah ouais, ça non, va aller. on s'en fout tout. Ouais, bon là-dessus c'est pas encore ça, mais bon. C'est pour ça qu'elles sont au centre de formation, hein, pour travailler tout ça. Alors, allez, on va sur le main event, hein, on va arriver au bout de ce takeover. Le championnat NXT. Alors, il y a des nouvelles ceintures, tu vois, on en a pas parlé, hein, ils ont changé les ceintures. Je suppose suite au scandale Brad Maddox. Hein. Je pense que ça voilà. date d'avant. Hein. Non mais je veux dire, le temps qu'ils fassent des nouvelles ceintures, je pense pas qu'ils se sont mis à faire ça il y a 2 semaines. Quoi. Ouais, je sais pas combien de temps il faut pour faire une ceinture. Mais en tout cas, c'est bizarre comme coïncidence. Mais elles sont très très jolies, hein, les ceintures. Moi, je trouve qu'elles sont bien mieux que celles de Raw et bien plus belles que celles qu'il y avait avant. Et donc, ce soir, Bobby Roode affronte Shinsuke Nakamura. Donc Bobby Roode, le champion. Glorious Bobby Roode qui arrive avec des pianistes pour faire son entrée. On a un petit rip-off des Hardy. Et donc on a un match encore une fois avec une grosse domination de Bobby Roode, Shinsuke qui mange pendant une bonne partie du match. C'est un petit peu long à démarrer. Au final, Shinsuke réussit quand même à un moment donné à reprendre l'avantage après une séquence à l'extérieur là où il fait sa descente du genou à la guillotine là, sur le tablier du ring. Donc il remonte, il tente le Kinshasa, mais c'est contré par un Spinebuster. Kinshasa, c'est contré par un violent Spinebuster des familles là de Bobby Roode. Là-dessus, Bobby Roode va se décider à agir en heel et à attaquer le genou de Nakamura en lui écrasant contre le poteau du ring à l'ancienne. Au final, il va falloir quand même un DDT, un Tornado DDT porté depuis le coin du ring pour terrasser le King of Strong Style, qui survit quand même à un Glorious DDT simple à un moment donné. Bon, il va se défendre bien quand même. Il va réussir à remplacer de temps en temps un kick ou une prise de soumission, mais c'est Bobby Roode qui sera le plus fort. Victoire de Bobby Roode, qui conserve son titre au bout de 28 minutes 56 de match, quasiment une demi-heure. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce main event ? Et bah du coup ça va être un peu le parallèle avec nos avis sur Amber Moon Asuka. Tu vois, là c'est le contraire. Toi, je sais que t'as pas trop aimé, t'as trouvé que c'était une redite un peu. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment mieux, c'était vraiment meilleur que leur premier match. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage de la soumission de Shinsuke qui est contré du coup par Roode, et Roode qui montre un peu les muscles et qui montre un petit peu ce qu'il sait faire dans le ring, enfin un peu plus que la dernière fois, qui joue beaucoup moins, même s'il l'a fait deux fois je pense, il joue beaucoup moins le lâche qui sort du ring pour le moindre prétexte, donc voilà. Limite, j'ai trouvé finalement dans ce match Shinsuke faisait plus de trucs ridicules que Bobby Roode. Genre son passage là au début où il met le nez dans les abdos de Bobby Roode et il fait son espèce de danse. Enfin bon, c'est. Ah bah ça c'est du classique. Oui, ça fait partie du personnage, mais je pense que pour certains matchs tu peux te retenir. Enfin, quand c'est le problème là, c'est qu'on est dans une caricature de Nakamura à mes yeux. Quand t'es dans une quand t'es dans une deuxième rencontre et que c'est sûrement son send-off, c'est sûrement son dernier match à NXT,
faut mettre un petit peu plus de sérieux, un peu plus de drama donc voilà. Mais moi j'ai trouvé Rude vraiment solide dans ce match. Nakamura était en pilote automatique un peu, hein, ouais, faut le dire. Ce qui m'a ce qui m'a dérangé au début, mais sur la fin, ça a monté un petit peu. Enfin, tu me diras, en 28 minutes, on a le temps de monter. Voilà. J'ai bien. Les 5 dernières minutes de ce match étaient vraiment bien pour moi. C'était un main event correct. C'est un main event qui m'a plus satisfait que le dernier, en tout cas. Ok, ouais, j'irais pas jusque dire que c'est un mauvais match, mais moi j'ai un gros problème avec ce Nakamura là, qui au final fait pas grand chose dans le ring comparé à ce qu'il sait faire. Alors, on lui reprochait, si tu veux, à l'entrée d'NXT de pas savoir vendre. Donc là, j'ai l'impression que depuis un an, ils lui apprennent à vendre. Donc il se fait défoncer tous ses matchs. Quand c'était contre Samoa Joe, il s'est fait défoncer les 3 matchs. Là, contre Bobby Roode, c'est pareil. Et du coup, il montre quasiment rien de ce qu'il sait faire. C'est Bobby Roode qui fait quasiment tout le match, et en plus il le fait pas en heel. Quand Bobby Roode il prend l'avantage tout le début du match, c'est parce qu'il est plus fort que Nakamura au final, parce qu'il arrive à contrer les prises. Et alors on se reproche souvent au roster principal, par exemple sur Kevin Owens, de pas d'en faire un champion en carton qui est obligé de tricher. Là t'as Bobby Roode qui a quand même un personnage qui se prête particulièrement bien au fait d'être un heel fourbe et genre un petit coup, une petite fourchette dans les yeux ou un truc comme ça, voilà, pour prendre l'avantage. Et avec lui ils le font pas. Et du coup tu te retrouves avec un match où t'as le heel qui est censé être fourbe et traite, qui est quand même, finalement t'as l'impression qu'il catche mieux et qu'il est plus costaud tout simplement que Nakamura. Et un Nakamura qui se bat comme Dolph Ziggler, quoi. Il fait que manger pendant tout le match. Il va réussir à placer une soumission à un moment, mais il n'arrive pas à la tenir. Il n'arrive pas à faire taper Roode, qui va s'en sortir avec une belle épreuve de force, là où il va l'écraser plus ou moins au sol. Et puis ça se termine même pas, il y a même pas d'entourloupe, quoi. C'est Roode qui force le truc, hein. Il va lui placer son tornado. C'est un peu, d'ailleurs, la victoire est un peu tombée comme un cheveu sous la soupe. Après c'est pas dégueulasse parce que les deux sont bons, mais utiliser Nakamura comme ça, moi je trouve ça vraiment triste, surtout que ça fait sur un an qui sont passés là à NXT, que ce soit sa rivalité avec Joe ou celle-là, au final il a quasiment rien montré dans ses matchs, et ouais, c'est un peu dommage d'avoir embauché un mec comme ça pour le booker. Il est booké comme un John Cena, j'ai l'impression. Il se mange pendant tout le match, puis après il va faire 5 moves of Doom et gagner le truc, mais c'est un peu c'est un peu le piège du gars qui est arrivé, qui était déjà une superstar, et du coup on a l'impression qu'on lui a pas demandé, on n'a pas eu les mêmes exigences avec lui qu'avec d'autres gens du roster, et que du coup il est resté un peu dans sa sauce. Et puis ce qui fait en plus, c'est du selling. Et puis il y a cette histoire aussi qui se répète sur le genou là, un truc qu'on voit dans plein de matchs, hein, pas forcément que avec Nakamura, mais du coup mais on l'a déjà vu aussi avec Nakamura, donc du coup ça manque de fraîcheur, ça manque de nouveaux ingrédients, que ça soit au niveau de la, enfin pas de la rivalité, mais du coup de la progression du match ou de son moveset, quoi. Donc ouais, c'est dommage, mais pour moi la bonne nouvelle de ce match, c'est qu'on a vu, même si c'est contraire un peu à sa personnalité de heel, c'est qu'on a vu un peu plus les capacités de Roode dans le ring. Même si si vous l'avez suivi, ne serait-ce qu'à la TNA, etc., vous savez qu'il avait des capacités, mais c'est toujours important de montrer aux gens qui l'ont pas suivi, hein, et puis même nous, parce que voilà, on a envie de voir des beaux matchs. C'est comme Austin Harris, qui commence à redévelopper son jeu, et qu'on n'a pas vraiment vu faire de match référence depuis qu'il est à la VVE. Ouais. Ah, ça, c'est des mecs qui répondent présent quand c'est l'heure de faire les gros matchs, quoi. Tu sais que tu vas pas être trop déçu. Ouais, voilà, donc c'est en demi-teinte, quoi, ce main event. Surtout que à côté t'as du lourd quand même avec les matchs tag team, là, les matchs des filles qui ont sorti quand même le gros jeu, qui se sont dépensés, et puis là tu vois
tu vois un Shinsuke qui fait le minimum syndical. Même au début du match, c'était pas très beau. Moi, je trouve ce qu'il faisait, ses enchaînements de coups. Tu te demandais s'il était pas rouillé, quoi. D'habitude, il est beaucoup plus flic que ça, beaucoup plus percutant. Voilà, strong side, quoi. King of strong side. Là, on l'a pas trop vu, quoi. Le King of strong side. Là, on a vu, je dis Dolph Ziggler bis, quoi. Mais voilà, donc apparemment, il va peut-être monter dans le roster principal ou pas. Ouais, je vois pas ce qu'ils peuvent faire en plus de ça, en fait. Ouais. Vraiment, oui, là, je vois pense pas où que c'est torché. ils peuvent l'utiliser encore. Là, il a fait tout ce qu'il pouvait, enfin tout ce qu'il pouvait faire. Mm. Il a fait toutes les rivalités qu'il pouvait faire. On va pas. C'est ça. Ouais. Donc là, il est temps de passer à autre chose pour ce bon vieux Nakamura. Voilà, on a fait le tour de la carte. Alors donc du coup, c'est l'heure du mot de la fin, habituel, un top, un flop, une note. Alors dis-moi tout, t'avais préparé quelque chose ? J'avais préparé quelque chose. T'es dans l'improvisation totale. Non, je suis dans l'improvisation totale. Ok. Donc, mon top, bien entendu, ça va être difficile de dire autre chose. C'est le tag team. C'est le tag team match dans son intégralité. C'est pas telle équipe ou telle équipe. C'est juste, c'est les trois équipes, le booking, l'histoire, la psychologie, les spots. Tout était parfait dans ce match. C'est du 5 étoiles. C'est du 5 étoiles comme match, vraiment. On l'a déjà dit la dernière fois, DIY Revival, mais là, enfin non, c'était du coup c'était Authors of Pain contre DIY, c'est ça? Ouais, ça devait être ça, ouais. Pour le dernier. Voilà, à chaque fois c'est incroyable. À chaque fois, on est bluffé, on est bluffé à chaque fois. Il y a pas un truc moins bien dans le match d'après, quoi. C'est dingue. Vraiment, ça. bravo. Et puis le flop, je vais être gentil, en fait, je vais épargner tous les catcheurs, je vais dire que le flop c'est les commentaires, parce que j'ai trouvé que l'équipe, sans être vraiment mauvaise, en fait, j'ai pas trouvé que depuis que Corey Graves est parti, c'est le calme plat, en fait, les commentaires. Ouais. Il y a rien qui ressort, etc. Et il y a des matchs qui peuvent être sauvés un peu par des commentaires, tu vois. On peut donner du relief à un match avec des bons commentaires, et Corey Graves était particulièrement bon pour faire ça. Donc ouais, là c'était mou du genou. C'est quasiment comme si je les entendais pas, les commentaires, pendant avec Percy Watson. Alors lui il a pas trop de personnalité. Michael McGuinness. Je suis pas convaincu moi par Nigel McGuinness, il est très aimé des fans. Je sais plus. Enfin, ouais, Nigel. Et je sais plus. Tom Phillips du coup. Ouais, Tom Phillips, ouais. Mais Tom Phillips, il y a personne pour lui chier dessus, donc du coup ça marche pas, quoi. Tom Phillips, il fonctionne comme souffre-douleur. Si vous le mettez avec des gens gentils, ça marche pas. Mais bref. Donc voilà. Et la note du pay-per-view, c'est un peu difficile parce que c'est un pay-per-view mitigé avec à côté quand même deux matchs moi que j'ai adoré. Alors c'est pas contre toi, mais c'est pas le match des filles. Moi, c'était le match d'entrée, le premier match du pay-per-view que j'ai vraiment. Je ne le prends pas personnellement, je te rassure. J'étais bluffé par la qualité, parce que finalement, ça ressemblait un petit peu à ce genre de match qu'on prend un peu enfin bon, d'un côté il y a Sanity, donc ça c'est vraiment une vraie équipe, mais de l'autre côté on fait un peu de brick et de broc, et finalement en fait c'était excellent. Donc allez, 3,5. Je vais mettre 3,5. Je vais mettre 3,5. T'es méchant. Je vais pas mettre 4 parce que il n'y a pas eu de fin de match. Enfin, j'ai pas eu. Ouais, il te manquait la surprise. Ouais, voilà. C'était peut-être trop prévisible. J'ai pas eu de. Ouais. Et j'ai pas, à la sortie de ce pay-per-view, j'ai pas non plus d'excitation incroyable de voir la suite. Alors plein de questions pour la suite, parce que. Ouais. Sur la plupart des trucs, tu te demandes où ils vont aller ensuite. Ça, c'est... Voilà, est-ce que des gens vont partir, est-ce que machin, etc. Donc, bon. Ouais, ils vont peut-être injecter des nouveaux et puis rechanger la donne. Après, tout c'est NXT, c'est jamais non plus des rivalités sur le très terme, mais ça, voilà. Ouais.
Ça reste un vraiment bon pay-per-view. Mais par exemple, si on me dit est-ce que c'est indispensable, genre est-ce que il faut absolument regarder TakeOver Orlando en entier, j'irais non. Moi je conseillerais le tag team et le match des filles parce que voilà, il est important. Mais voilà, le tag team, le match des filles. Le reste était pas. Ouais, oui, ouais, voilà. Hein, c'était, après ils peuvent pas non plus tous voler le show, hein, sinon ça se bouscule. Ouais, moi, écoute, je vais mettre dans mon flop, je vais mettre Shinsuke Nakamura parce que j'étais quand même gravement déçu par sa prestation. Pour les raisons que j'ai expliquées, hein, c'est-à-dire que là, il fait pas grand-chose quand même. Je mets mon top à Ember Moon parce que voilà, je crois que je suis amoureux. Gros match et puis voilà, elle a sa place en haut de l'affiche dans les divisions féminines. Puis parce que comme t'as déjà mentionné les matchs tag team, on va plutôt mettre l'accent sur Ember Moon. Je vais être plus gentil que toi, je vais mettre un bon 4. Voilà, c'est un peu ça termine un petit peu en demi-teinte avec ce match un petit peu, mais c'est pas non plus une purge quoi. Le Bobby Roode de Nakamura, il est peut-être un petit peu long parce que ça faisait quasiment une demi-heure, donc peut-être un petit peu trop long pour ce que c'était, mais voilà, c'est surtout sur le traitement de Nakamura que ça me pose problème quoi. Mais c'est même s'il était long, tu vois, autant faire un match de 25 minutes pour le main event que rajouter une connerie avec je sais pas moi, des jobbers ou des gens qui sont pas encore du niveau d'un pay-per-view juste pour faire un match de plus quoi. Donc c'est sûr. Voilà, une carte équilibrée, une carte bien foutue. On espère que ce sera aussi percutant ce soir pour WrestleMania. Voilà, écoutez, on a fini. On va faire la petite auto-promo. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne des Cahiers du Catch, sur iTunes, sur PodCloud. Vous nous retrouvez sur Twitter, donc Catch-Up CDC, sur Facebook, les Catch-Up CDC aussi. Vous venez sur les Cahiers du Catch si vous voulez discuter sur le forum, vous vous inscrivez. Vous vous abonnez sur YouTube, sur iTunes, partout où vous pouvez vous abonner. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver cette semaine. On va avoir une émission spéciale sur WrestleMania, évidemment. On va couvrir l'Euro du lendemain, le SmackDown 2 sur le lendemain. Voilà. Il y a du boulot. Le résultat des pronos. Voilà, le résultat des pronos, les gages, etc. On sera avec vous toute la semaine. Hank, je te remercie énormément d'être venu au plein milieu de ce WrestleMania Weekend. Merci. Merci d'avoir présenté, parce que dans l'état où je suis. Voilà, si je peux aider. Voilà, du coup, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao les amis. Salut.